Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors les retraités qui manifestent contre la hausse de la CSG, ils étaient prévenus. C'est l'argument massu d'Emmanuel Macron de dire « je l'ai dit pendant ma campagne, je leur ai annoncé la couleur, j'ai été élu par les Français, donc ils n'ont rien à dire aujourd'hui ». Mais c'est pas vrai, ils n'ont pas été prévenus, c'est faux. Ils ont compris au moment de la campagne d'Emmanuel Macron qu'ils allaient être augmentés d'1,7 point. Ouais. Ils ont cru que c'était des pourcentages. En pourcentage, ça fait 25%. Ça fait une très grosse différence. Donc, ils n'étaient pas prévenus. Il y a eu une incompréhension totale sur l'idée que tout d'un coup, on prenait du pouvoir d'achat aux retraités, c'est le cas, et aux retraités modestes, pour le transférer en partie vers des actifs au travers de baisses de cotisations salariales que les actifs, d'ailleurs, remarquent assez peu sur leur feuille de paie. Solidarité intergénérationnelle. Mais On demande aux retraités, parce qu'ils seraient mieux servis par l'histoire, de faire un effort pour des jeunes qui ont un pouvoir d'achat qui, en moyenne, est plus faible que les retraités. La solidarité entre les générations. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Tout ça est très techno, en réalité. On est dans un gouvernement d'énarques. Donc tout ça est extrêmement C'est vous qui le dites. techno. Je ne suis pas énarque, j'ai fait HEC. J'ai des défauts comme tout le monde. Désolée. Mais tout ça est faux. Est-ce que les retraités ont attendu que le président de la République ou le Premier ministre leur donne des leçons sur la manière dont ils vont essayer d'aider leurs enfants? D'abord, c'est assez insultant pour les retraités, je trouve. Et c'est évidemment pas le cas. Et puis, les retraités, souvent, ont commencé à travailler très jeunes. Les retraités ont travaillé. Les retraités, ils ont le droit à leur retraite, même si mais le président de la République n'a aucune raison de s'énerver contre une retraitée qui lui dit « j'ai travaillé toute ma vie ». Bah oui, elle a bien travaillé toute sa vie, elle a le droit à sa retraite, même dans un régime par répartition. Et les retraités, ils ont souvent travaillé plus longtemps, ils ont souvent travaillé plus dur, dans des conditions plus difficiles qu'aujourd'hui. Bon, chaque génération a ses questions ou ses problèmes. Mais l'idée globale de transférer, de jouer une catégorie sociale de Français contre une autre catégorie de Français est une très mauvaise idée. Vous pensez qu'il oppose les générations? Oui, il oppose les générations. Oui, clairement, il oppose les générations. L'argument du gouvernement, c'est de dire 40% de ces retraités-là sont exonérés de cette hausse de CSG au final. Ça ne concerne qu'une partie des retraités. Les plus modestes sont protégés. Mais on tire des pourcentages sur tout. On est dans un. Enfin, je veux dire, si on ne fait pas de la comptabilité avec les retraités, les retraités, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Ils ont travaillé pour ça. Il n'y a aucune raison d'aller leur prendre autant de pouvoir d'achat. Et je rappelle que ce sont des retraités extrêmement modestes. On a sorti plein d'exemples dès le mois d'octobre pour prévenir le gouvernement. On a dit au gouvernement, est-ce que c'est utile de faire une réforme comme ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est utile? Non, c'est complètement inutile. Parce que les actifs, les gens qui sont en activité, il faut augmenter leur pouvoir d'achat, évidemment, et ça permettra d'augmenter à terme et de consolider le système de retraite. Mais en augmentant le pouvoir d'achat, il faut le faire sur la croissance. Il y a de la croissance. On a la chance d'avoir de la croissance aujourd'hui, dans le monde, en Europe et maintenant en France. Il faut que ce soit la croissance qui soit la source de l'augmentation du pouvoir d'achat des actifs. Justement, un mot sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous attendez de la future réforme des retraites? Je rappelle que le président s'est engagé à faire converger 37 régimes de retraite actuels, tout en maintenant l'âge de départ à 62 ans. Moi, j'attends qu'on consolide. Je l'ai fait. J'ai porté une réforme des retraites extraordinairement difficile, qui était de casser, au fond, le mur des 60 ans. L'idée symbolique que, de toute façon, on ne travaillait pas après 60 ans. Donc, on l'a fait avec Nicolas Sarkozy. C'était très difficile. Ça a permis au système de retraite d'être en équilibre sur le régime général. C'est, au fond, un énorme acquis. Mais il y a quand même nécessité de la réformer davantage. Mais c'est la vie, la retraite. Donc, il faut continuer à réformer, notamment le système par répartition. La vérité, c'est l'âge. C'est pas autre chose. Ce que dit le gouvernement aujourd'hui, ça amuse un peu les choses. C'est pas parce qu'on va... Faire converger les 37 régimes de retraite, ça n'a pas de sens politique, selon vous? Si, moi je suis d'accord pour qu'il y ait plus de simplification, qu'on puisse mettre plus de points, mais tout ça ne résout absolument pas la question du financement. C'est pas du donc tout ça veut une dire question s'il de ne joue financement. pas sur le levier de l'âge, ça ne servira à rien? Non, ça ne sert à rien. Sinon, à terme, c'est les retraites qui vont baisser. Et ça, il faut faire très attention. Donc, il y a une équation qui est totalement impossible. Donc, il faut faire plus de justice, il faut travailler sur les régimes spéciaux. Tout ça est très, très utile. On l'a fait déjà en son temps, il faut continuer à le faire. Mais la question fondamentale, c'est à quel moment on prend sa retraite. Un mot sur les EHPAD. Là aussi, il y a une équation qui est difficile et ceux qui s'occupent de nos seniors se mobilisent aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement ne paye pas des années d'absence de réforme pour anticiper sur la dépendance? On se souvient qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy avait évoqué l'idée de créer un 5e risque. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, le gouvernement se retrouve dans une situation compliquée. Ça n'a pas été fait parce que ça coûte très très cher. Mais oui, voilà, mais et que les Français n'ont pas, au fond, les moyens aujourd'hui de payer une sorte d'assurance de cette nature. Je pense qu'on est dans une période de croissance. On est dans une période où on doit réformer, où on ne réforme pas assez
et où on continue à laisser augmenter la dépense publique. Il faudrait profiter de cette période de croissance qui vient de l'Europe et qui vient du monde entier, qui durera ce qu'elle durera, mais il faut profiter de ce cycle pour réformer en profondeur. Et par la réforme en profondeur, et par la réforme d'autres politiques, on pourra, je pense à ce moment-là, essayer de créer une assurance dépendance. Il faudra voir quelle forme ça peut prendre pour que les Français... Oui, en tout cas, il y a une cotisation. Il y a un moment donné, il faut payer. Mais il faut payer. Donc un nouvel impôt pour financer la dépendance et la fin de vie. Je ne sais pas si ça doit prendre un impôt, une cotisation, obligatoire, pas obligatoire. Tout ça, ça doit être discuté. On a nos propres idées, mais il faut le soumettre au débat. Mais c'est parce que vous aurez baissé un certain nombre d'autres impôts, parce que vous aurez baissé la dépense publique, que vous pourrez loger à prélèvement égal une assurance de cette nature. Il faut changer le financement des EHPAD, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un rapport parlementaire qui vient d'être remis qui dit qu'il faut doubler le nombre d'aides-soignants par patient, 60 soignants pour 100 résidents, et il considère qu'il faudrait dépenser 1 point de PIB supplémentaire pour financer la dépendance. C'est 20 milliards d'euros. Le rapport, oui, enfin, c'est probablement... aujourd'hui, la France, elle n'a pas un point de PIB. Mais la question, elle est dans la dignité. On voit bien, et chacun connaît du monde, et on va dans les EHPAD régulièrement. Le personnel fait évidemment ce qu'il peut. Il y a une multitude d'exemples. Aujourd'hui, on ne traite pas dignement les personnes âgées, et notamment les personnes dépendantes. Alors on ne peut pas prendre tous ceux qui ont plus de 60 ans. La Start-up Nation d'Emmanuel Macron, elle ne peut pas totalement abandonner d'un côté les territoires ruraux et de l'autre l'ensemble des personnes qui ne sont plus en activité. Un retraité, même une personne dans un EHPAD, elle a une utilité, oui, j'essaie de le dire au sens de la dignité, une utilité sociale. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est là encore pour passer quelques semaines ou quelques mois sur la même terre que vous. Elle a des choses à dire au pays, elle a apporté au monde. Il n'y a pas d'un côté des gens qui ne sont quasiment plus français ou qui ne sont plus dans le train, et le train il passe à côté, puis il y en a d'autres qui décident pour vous. C'est une vision qui n'est pas humaine. On a l'impression que vous vous adressez à un jeune président. Qui n'est pas humaine. Non ? Elle n'est pas humaine. Ouais. Jeune ou pas jeune, qu'importe l'âge. Juste sur la cagnotte fiscale, vous disiez qu'il faut faire des efforts naturellement pour ces Français-là. Il y a une cagnotte fiscale. Est-ce que ça ne pourrait pas servir justement à faciliter un peu le quotidien de ces personnes qui travaillent dans les EHPAD? Non, il faut baisser la dette. Bon. Il faut baisser la dette. Les surplus financiers, il faut les utiliser à baisser l'endettement. Et surtout, il faut baisser la dépense publique. Emmanuel Macron, il augmente la dépense publique. Ça, c'est pas possible. Juste un mot quand même. Il veut aussi affaiblir le Parlement. Et il faut faire très attention à tout cela. Il n'y a pas des modernes et des anciens. C'est aussi une vision extrêmement simpliste des choses. Et le populisme, il se nourrit de l'antiparlementarisme. Partout et toujours. Donc il faut faire très attention à cela. Merci beaucoup, Éric Woerth, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.